Et bonjour, c'est Marie de Sois sage et parle fort. On se retrouve dans cet épisode pour la deuxième partie de l'enregistrement avec Lorelai. Dans la première partie, si vous l'avez écouté, nous parlions de la face cachée du métier de journaliste, notamment dans le secteur de la beauté et de la cosmétique. Et on avait parlé d'autres choses, donc si vous êtes curieux, allez l'écouter. Et en attendant, je vous retrouve pour cette deuxième partie qui est plus longue parce que beaucoup plus profonde, dans laquelle nous touchons à différents sujets qui ne mettent pas tout le monde d'accord, des choix engagés. Je pense que c'est à l'image de qui nous sommes toutes les deux et c'est peut-être pour ça que l'on s'entend si bien. En vrac et pas dans l'ordre, le choix de ne pas faire d'enfant et de décider de faire une ligature des trompes, avec tout l'impact que ça peut avoir au niveau des proches, de la famille et de ce qu'on va penser. On parle aussi du TDAH qui a été diagnostiqué pour Lorelai et de la corrélation que l'on fait, ou en tout cas le lien que l'on peut voir avec comment être à son compte entrepreneur et gérer, on va dire, ce TDAH avec la difficulté de concentration que ça peut impliquer. Et enfin, on parle aussi d'un sujet assez tabou, à savoir l'euthanasie, le choix de demander sa propre euthanasie lorsque l'on n'est plus en capacité de subvenir à ses propres besoins. Et voilà, donc des sujets assez forts. Je ne vous dis pas tout et je vous souhaite une très très bonne écoute. Et encore une fois, merci à tous ceux qui tendent l'oreille dans nos blabla, dans mes blabla. Et je suis très honorée de donner la parole à des personnes comme ça qui me font réfléchir et qui me font grandir. Donc si jamais cet épisode peut aider une personne, alors j'en suis ravie. Bonne écoute et à bientôt peut-être. Tu as été diagnostiquée, je sais plus quand, mais d'un TDAH. Je suis très mauvaise avec les dates. Ouais, moi aussi. C'était en 2023, je pense que. Mais si, gros, c'était l'année dernière, je crois. Ouais, l'année dernière, un peu avant l'été. On était en discussion et c'était là où tu commençais un traitement. Ouais, ça doit être, oui, je dirais peut-être mai-juin l'année dernière. Donc on va dire que ça fait un petit peu moins d'un an. Pourquoi ça s'est fait ce diagnostic et comment ça a été diagnostiqué ? Alors pourquoi ça s'est fait j'ai toujours su que j'avais, je sais pas trop comment dire ça parce que c'est pas une maladie. J'ai toujours su que je fonctionnais pas forcément toujours comme on l'aurait attendu de moi ou comme la plupart des gens, on va dire. Sauf que j'ai 36 ans et il y a 30-35 ans, des diagnostics, déjà, c'était pas du tout ce que c'est maintenant. Enfin, le diagnostic, maintenant, il est beaucoup plus simple. Ouais. Il est beaucoup plus accepté. La médecine a progressé sur ce domaine. Et moi, quand j'étais petite, alors je vivais... mes parents sont séparés quand j'avais 18 mois, donc j'étais toute seule avec ma mère. Et depuis que je suis toute petite, j'étais une enfant un peu à 360 tout le temps. Je supportais pas l'échec, je supportais pas l'ennui, je supportais pas qu'on me dise non. J'étais tout le temps, pas surexcitée, mais tout le temps dans le dynamisme. Voilà. Alors que ma mère, elle est plutôt zen la plupart du temps, calme. Elle est pas, oui, elle gueule beaucoup, mais elle est pas vive. Et moi, je posais des questions tout le temps. Et quand ça se passait pas comme je l'avais entendu, je me mettais dans des colères assez impressionnantes. Ma mère avait 22 ans quand je suis née et de devoir gérer ça à, on va dire, 25 ans, c'était pas simple. Elle était infirmière, elle bossait la nuit, elle était toute seule. Enfin, voilà, donc c'était pas très simple. Très vite, j'ai été un peu diagnostiquée par mon pédiatre et puis j'ai vu des psys. Et en fait, mon pédiatre, quand il me voyait arriver, il disait « Ah, la terreur des bacs à sable est là ». C'était difficile pour moi de rester en place à rien faire. Les diagnostics étant ce qu'ils étaient à l'époque, en gros... Tu t'es dit « Je suis juste chiante ». Mon pédiatre a dit à ma mère « Ouais, en fait, elle est un peu relou, elle est hyper active. Et donc, en fait, pour régler ça, on m'a amenée chez le psy et puis on m'a bourré de Nopron. Non. C'est quoi ça ? Et le Nopron, en fait, c'est un médicament qui est plus trop utilisé maintenant parce que c'est un peu décrié, mais en fait, l'idée, c'est de te calmer. Ça te casse. Voilà, quoi. ça te casse ton énergie. Et, voilà. Je me souviens plus combien de temps j'en ai pris, mais j'en ai quand même pris un peu. Voilà. Après, je pense que en grandissant, j'ai été aussi un peu plus autonome. Déjà, j'ai appris à lire à 4 ans. Et donc, du coup, j'étais un peu plus... je lisais beaucoup dans mon coin. Donc, j'étais un peu moins... je sollicitais un peu moins ma mère. Voilà. J'étais à l'école, pareil. Du coup, j'arrivais plus à être dans mon coin, à lire.
et pas à sursolliciter les gens. Puis j'ai eu un chien aussi et ça m'a beaucoup aidée parce que en fait j'étais tout le temps avec mon chien, voilà. Et on a déménagé dans le sud de la France avec ma mère et on a eu une maison. Enfin, au départ, on a vécu dans une cité où j'étais la seule petite blonde aux yeux bleus dans un monde, dans un quartier un peu défavorisé où il y avait beaucoup de personnes maghrébines et africaines. J'avais une nounou algérienne qui, je pense, avait une fille de plus avec moi et j'étais un peu la petite chouchoute du quartier parce que oui, je ressemblais physiquement pas forcément aux autres. Et j'ai eu un chat et j'avais déjà un chien et effectivement après on a été dans une maison et ça m'a apaisée parce que je m'occupais beaucoup avec mon chien et en fait personne ne ferait plus ça maintenant, mais je partais l'après-midi avec mon chien sur mon vélo dans les vignes. Et je jouais, j'ai fait un nombre incalculable de conneries que je pense que ma mère n'a pas idée de tout ce que j'ai pu faire. Et voilà, je disparaissais toute l'après-midi. Tu faisais ta vie, voilà, je faisais ma vie. Maintenant, évidemment, je crois qu'aucun parent qui tient ses enfants ne ferait des choses comme ça. Mais bon, à l'époque, je pense qu'on se posait moins de questions. Et voilà, du coup, je me suis calmée. Puis après, j'ai fait aussi beaucoup de sport, donc ça m'a quand même calmée. J'arrivais mieux à me canaliser. J'ai eu une enfance, après une adolescence, où j'avais pas mal des problèmes émotionnels, je m'énervais beaucoup, je m'ennuyais pas mal, mais j'avais pas de problème de concentration plus qu'autre chose. Et pourquoi est-ce que j'en suis venue à me faire diagnostiquer l'année dernière ? Parce que dans ma situation professionnelle, c'est devenu très compliqué à un moment. J'avais énormément de responsabilités. Une équipe qui était je gérais une équipe de 6 personnes, mais qui n'était pas du tout assez staffée pour gérer tout ce qu'on devait faire. Je finissais par bosser 15 heures par jour, ce qui en soi n'est pas vraiment un problème pour moi, mais c'est devenu compliqué quand j'ai eu des changements de management, beaucoup, des changements de direction dans nos missions. J'avais une grosse pression qui était mise sur moi, mais surtout sur l'équipe. Et en fait, moi, j'ai un peu tendance à vouloir protéger tout le monde. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai un peu un syndrome du sauveur, et donc j'ai pris sur moi beaucoup pour préserver mon équipe. Et puis un jour, je suis tombée sur un manager qui était vraiment pas très humain. J'ai été harcelée. J'ai fini à l'hôpital à cause de cette personne. J'ai fait une péritonite et puis j'ai fait un burn-out juste après. Ça a été très très dur de revenir travailler et puis en fait parce que quand je suis revenue travailler, j'ai été de nouveau harcelée très très vite après et puis j'ai fini par perdre pied en fait. Je me rendais compte que je perdais mon métier qui était vraiment au départ une passion. Ouais, ma passion, je donnais vraiment énormément sur mon métier. L'un des sites que je gérais, c'était mon bébé et du coup c'était super compliqué. Je me rendais compte qu'en fait toute l'énergie que j'avais mis à protéger mon équipe, au final quand moi j'ai eu besoin, il y avait plus personne et il y a toujours plus personne et voilà. Bon, ça a été très dur pendant plusieurs mois. J'ai rebondi professionnellement très vite, psychologiquement aussi, parce que j'ai été très aidée par des professionnels de santé. Mais le burn-out a quand même laissé un peu des traces. Et l'une des traces, c'était que j'avais beaucoup de mal à me concentrer, à retravailler aussi efficacement que je pouvais le faire avant. Je partais dans tous les sens, que je me laissais déborder par le travail, mais par mes émotions. J'arrivais plus à gérer aussi. Plein de petites choses comme ça. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas. Je crois que j'avais besoin déjà d'un vrai diagnostic qui me dise, voilà, c'est ça. On m'a diagnostiqué un TDAH, ce qui n'était pas une surprise en soi. Le savoir, ça m'a quand même fait du bien. Du coup, c'est pas que du coup je me trouve des excuses, mais je me dis ok, je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça. Et puis du coup aussi le diagnostic me permettait d'avoir accès à un traitement pour m'aider. Et l'idée c'est pas d'avoir un traitement pendant toute ma vie, mais plutôt d'essayer pendant quelques années de vraiment retravailler sur tout ça, de réguler tout ce qui moi me correspond pas, qui me pose problème. Et voilà, et d'apprendre à vivre avec ça. Tu penses que le burn-out aurait réveillé quelque chose qui était déjà là ? Oui, en fait, après, ce qu'on m'a expliqué, quand vraiment j'en ai
parlé avec les gens qui m'ont suivi, c'est qu'effectivement, en général, quand on pète un câble, comme peut l'être le burn-out, ça a créé un peu des fissures. Et oui, je pense qu'effectivement, ça a laissé un peu des séquelles et que du coup, j'avais moins cette capacité à réguler. À m'auto-réguler, puis à contrer ce qui pouvait me poser problème. C'est-à-dire que, par exemple, comme j'étais dans un boulot où je bossais énormément et où j'avais des fois 8 heures de réunion dans la journée, je suivais mon agenda, tout était quadrillé, etc. Et j'avais pas le loisir de me disperser, en fait. Ouais. Et en fait, c'est aussi pour ça que je me suis mise à faire beaucoup de sport, c'est qu'à un moment, j'aurais fini par buter quelqu'un, quoi, sinon. Ouais. Et quand je me suis retrouvée hors de cette bulle du boulot, des contraintes horaires et tout, alors ça avait plein de côtés ultra positifs, mais ça avait aussi le côté de j'ai un champ de possibilités qui s'ouvre à moi et qui est énorme et qu'il faut que j'arrive à gérer. La peur du vide, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on n'a pas la même histoire, mais tu vois, alors moi, du coup, j'étais pas du tout le problème du bac à sable. Moi, j'étais la petite fille sage qui fait pas de vagues, qui a plus peur de se montrer qu'autre chose. Par contre, j'étais perfectionniste, je pouvais passer des heures à lire sur mon lit. Enfin, j'étais vraiment la littéraire qui rêve, etc., plutôt solitaire, très seule. Et pour autant, c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, alors j'ai souffert d'anorexie qui est une sorte de pétage de câble à un moment donné. Si je le schématise, c'est une rupture dans la vie où ton corps, tu exprimes un symptôme parce que tu ne peux pas vivre. Tu n'arrives pas à trouver ta place, tu n'arrives pas, voilà. Et j'étais déjà très 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 sensible avant. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis tombée là-dedans, que j'étais trop sensible et que c'était trop dur en fait de vivre les émotions, donc il valait mieux que je m'anesthésie pour pas les sentir. Et en sortant, et surtout depuis l'année dernière, où j'ai commencé à prendre beaucoup plus ma place et beaucoup plus où j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix qui étaient beaucoup plus alignés et qui peuvent sembler complètement perchés pour certaines personnes, et c'est ok. Enfin, genre il y a aucun souci. Maintenant, j'arrive de plus en plus à être ok avec ça. Mais je me suis rendu compte que là, je me suis lancée à mon compte aussi. Et comme tu le dis très bien, la période où on travaillait ensemble, les journées étaient quand même vachement cadrées. C'est-à-dire que tu as tes réunions et je pouvais effectivement être concentrée sur un même truc. Toute la journée, c'était... il y avait un cadre. Et depuis l'année dernière, je fais péter tous les cadres. Genre, je me fais sortir moi-même des cadres de la société, de ce que les gens pensent, de m'être lancée à mon compte, de décider de me former sur un autre truc que j'aurais jamais imaginé, de faire des choses que j'ai jamais fait avec mon corps, avec ma tête, avec mes énergies, avec tout ça. Et en fait, depuis que je fais tout ça, j'ai de plus en plus de mal à rester concentrée sur un truc. Parce qu'effectivement, comme tu dis, le champ des possibles est tellement grand. Et quand on pense un peu en arborescence et qu'on est déjà un peu zèbre en fait dans notre manière de penser et hypersensible, je suis pas du tout en train de nous mettre de la confiture sur le corps. Enfin, je suis pas en tout en train de nous tartiner parce que ça a plein d'effets négatifs. C'est hyper chiant en fait sur plein d'aspects. Mais du coup, depuis que je me suis lancée à mon compte et que j'ai plein de projets, que j'ai plein d'idées, il y a des moments où je suis paralysée parce que je ne sais plus par où démarrer et que je suis dans un état mais autant il y a des moments, c'est incroyable, je suis hyper heureuse et tout, et je suis contente d'avoir pris cette décision. Autant il y a des moments, ça me demande vraiment des efforts pour être rigoureuse et cadrée. Et le sport, ça m'aide énormément à cadrer. Genre, je sais que c'est là et ça me fait respirer et j'y vois plus clair après, tu vois. Ouais. Et j'avais parlé avec quelqu'un qui a souffert d'anorexie et qui a été diagnostiqué avoir un TDAH après et un trouble autistique. Et en fait, alors, est-ce que c'est l'un qui a déclenché l'autre? Est-ce que c'était déjà dessous? Est-ce que l'anorexie avait caché ça qui était par... Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant quand après on a discuté. J'ai mais ok, du coup, il y a des trucs où on se rejoint. Et je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler avec toi, tu m'impressionnais. Genre parce que... c'était ça. On avait l'impression que tu avais tellement confiance en toi, que tu étais tellement celle qui sait tout sur le sujet, qui gère tout et tout. J'étais trop impressionnée, genre. Ouais, alors c'est ce qu'on me dit depuis que j'ai commencé, même en stage en fait, on me dit ça. Quand j'étais en stage, j'ai plusieurs personnes qui avaient mon âge à peu près et qui me disaient mais au début tu me faisais tellement peur. Mais moi aussi, tu me faisais peur. J'avais peur de faire une connerie, genre. Bah ouais, je sais. Je fais pas exprès, mais c'est vrai que je pense que je peux être un peu aussi fermée, enfin avoir un visage un peu fermé parfois et du coup c'est vrai que ça fait un peu peur. Même vachement aussi dans les messages, tu vois, parce que j'ai un ami, je pense pas qu'il écoute le podcast, mais j'ai un ami qui a un trouble autistique et des fois quand il me parle par message, ces messages, c'est
Genre, je lui pose une question, oui. Mais tu sais, mais oui, répondre à ça. Et en fait, on est tellement aujourd'hui habitué par message à mettre des émojis, de la ponctuation. Et moi qui suis hyper dans la littérature et tout, j'aime faire véhiculer des émotions par les mots, tu vois. Et lui, genre abrupt et tout. Et je lui dis, tu sais, c'est pas facile quand t'es abrupt avec des points à la fin. Et du coup, il remet des points et il fait, tiens, je t'en mets un point. Et, tout. Et bah, tu vois, ça. C'est tout à fait vrai parce que des fois, quand on s'échangeait des messages, j'avais l'impression que t'étais hyper froide et tout, alors qu'en fait, mais pas du tout, tu réponds parce que t'as pas le temps ou tout ce que c'est. Ouais. Et en fait, c'est ça notre truc, c'est que des fois, on n'a pas les codes sociaux. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas les codes sociaux, c'est qu'il y a des codes que les gens ont inculqués, qu'on intégrés, que nous, en fait, on est brut, quoi. Parfois, tu vois, moi, je génère ça chez toi. Des fois, tu peux lire un message et ça va maintenant. Et moi, je fais la même chose avec d'autres gens. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu vois, sans rentrer vraiment dans les détails, parce que sinon on est là pendant 4 jours, mais, je parlais avec un mec, j'ai eu une relation de quelques mois avec un mec là, et puis la semaine dernière, voilà, je crois qu'on a décidé concrètement que on allait plus se voir, et il m'a envoyé des textos qui étaient très malsains. Okay. Et en fait, moi, ça fait une semaine que je suis en boucle sur les textos à me dire, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et enfin, je tu suranalyses. Je peux écrire un bouquin sur même pas 10 textos, quoi. Je te comprends. Oui, parce qu'en fait, on est tellement dans l'analyse. Et je pense qu'on a un cerveau qui suranalyse tellement de choses que du coup, on arrive à supposer des milliards de choses parce qu'on est nous-mêmes tellement... Alors, je fais un raccourci, mais je pense qu'on est aussi un peu dans notre travail perfectionniste, mais avec nous-mêmes, on est aussi très exigeante. Ah ouais. Et que du coup, ça peut... faire aussi comme défaut, et du coup c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément facile, c'est que du coup on devient aussi exigeant. C'est pas qu'on est exigeant avec les autres, mais c'est qu'on attend des autres la même rigueur que l'on s'impose à nous-mêmes. Oui. Et ça, c'est quand même pas facile, parce que soit tu apprends à lâcher prise et à donner du lest et à accepter aussi que chacun avance à son rythme dans sa vie, soit tu en fait tu te fatigues. Ouais, et je crois que moi je me suis aussi beaucoup fatiguée, avant le burn-out, pendant, toute cette période-là, je me suis aussi beaucoup fatiguée parce que, par exemple, de me rendre compte que moi je m'étais investie sur mon équipe, je les avais protégés de plein de choses, aidés de plein de choses, même à titre, sur des choses plus personnelles qui les concernaient, et qu'en fait, quand moi je commençais à m'écrouler, il y avait personne. Enfin, du moins, il n'y avait pas ces personnes-là. Il n'y avait pas grand monde, en vrai. Mais il n'y avait pas ces personnes-là. Ouais, ça a été super dur. Et maintenant, alors je dis pas que ça me fait plus mal, que ça me fait plus... que ça m'est égal, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi. Et je pense que, du coup, en sachant pourquoi j'étais comme ça, j'ai aussi beaucoup travaillé. Et maintenant, je prends beaucoup plus de recul sur les choses. Et je sais, c'est pas du tout prévu que je redevienne manager. Mais si un jour, dans ma vie, je redeviens manager... je ferai les choses totalement différemment. Ouais. Mais même, sur plein de trucs, en fait, j'ai beaucoup évolué. En fait, il s'est passé, on va dire que en 3 ans, j'ai un peu, pris 15 ans dans ma tête. J'ai la même sensation depuis 1 an. J'ai l'impression d'avoir fait un bond de 10 ans dans mon corps et dans ma tête. Et le gros travail aussi que j'ai fait, ça fait aussi que tu regardes les situations et les gens d'une manière différente, avec aussi beaucoup plus de compassion. Ouais. Et beaucoup plus de... Comment dire ? Il y a des comportements ou des choses qui sont faites en société ou dans les relations, que ça soit entre les salariés et leurs patrons, que ça soit entre les salariés eux-mêmes, que ça soit dans les amitiés, dans plein de situations où tu pourrais, d'un point de vue extérieur, dire c'est comme ça, c'est dégueulasse, ou c'est pas autrement, c'est comme ça. Et aujourd'hui, quand tu fais un gros travail sur toi, tu te rends compte qu'il y a énormément de nuances à mettre et que, en fait, si des gens n'ont pas pu être là pour toi à ce moment-là, c'est qu'ils n'en avaient pas les capacités. Et tu te mets aussi à te dire, ok. Tu mets à avoir un regard beaucoup plus doux aussi et beaucoup plus compatissant. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est quand tu vas mal que tu te rends compte de qui sont les gens qui sont importants et qui restent. Ouais, quand même. C'est sûr. Après, ouais, moi, effectivement, je compatis plus. Parfois, j'avais je pense qu'avant, oui, j'avais un côté un peu à juger un peu rapidement les gens. Et maintenant, oui, je suis plus dans la compassion, mais par contre, je suis aussi beaucoup plus dans mon autoprotection. Ouais. Et quand je vois un truc où j'ai un red flag ou
un warning qui s'allume, j'y vais pas. Très 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 vite un mécanisme de protection en me disant voilà, même si parfois je sais que la personne réagit comme ci ou comme ça parce que c'est pas forcément sa faute, parce qu'elle a pas les bons mécanismes ou qu'elle est pas en capacité de se dire là je fonctionne pas très bien, il faudrait que je me soigne, et je me dis en fait j'ai pas de temps à perdre. Ouais, tant pis pour elle, parce qu'en fait c'est plus mon rôle de lui dire ça va pas, il faudrait que tu fasses ça. En fait voilà, on peut pas sauver tout le monde. Et du coup, moi, j'ai beaucoup plus maintenant une bulle qui se met en place. C'est bien. Quand je sens que d'être que moins ça éponge, craint, quoi. Ouais. Alors, des fois, elle s'active très, très vite. Mais voilà, je travaille maintenant un peu plus sur le... Okay, on réouvre la bulle. Ok, je sais me protéger. Maintenant, il faut que je la mette quand mais tu sais, parfois, quand t'as trop été ouverte, t'as besoin de te refermer complètement pour après trouver le juste équilibre et c'est OK. Ouais. Et moi, je trouve ça trop chouette de parler avec des gens qui ont cette conscience et tout parce que c'est ça aussi qui fait que après tu peux plus te contenter de discussions trop vides trop longtemps. Bref, je trouve ça chouette de pouvoir trouver des gens en fait qui nous correspondent, et quand on est à son compte aussi, on a aussi plus le choix et la liberté de travailler avec des gens qui nous comprennent et qu'on comprend. Et donc ça, c'est aussi une manière peut-être finalement de faire de ta particularité une force qui fait que tu peux vraiment réussir à ton compte, quoi. Ouais, complètement. C'est-à-dire que oui, moi maintenant, quitte à gagner moins d'argent, il y a des gens avec qui je travaillerai jamais. Ou quand j'ai un projet et puis qu'en fait je me rends compte que la personne ça matche pas, je poursuis pas. Parce que je ne veux plus travailler avec des gens qui sont nocifs ou qui peuvent être nocifs pour moi, on va dire. Il y a aussi une de tes prises de position que je trouve très intéressante d'aborder et qui est, on n'en entend pas encore beaucoup parler, et du coup je trouve ça très intéressant, c'est que tu as décidé de ne pas avoir d'enfant. Oui. Et que tu as pris une mesure radicale en plus. Tu as fait une opération, je crois. Ouais, j'ai fait une ligature des trompes en avril 2023. Ok. Et ça fait longtemps du coup que tu n'as pas envie d'avoir d'enfant? Ça fait 36 ans, je crois que j'ai pas. Je crois que je n'ai jamais voulu d'enfant. Il y aurait plein de questions, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder dedans, mais je pense que comment toi tu l'as vécu, pourquoi justement tu as mis 36 ans à attendre de faire ça, et comment ça s'est passé, et, est-ce que tu as été soutenue, est-ce que tu as été critiquée, est-ce que tu as été jugée aussi peut-être dans tes relations? Franchement, je pense que... Alors oui, forcément, il y a des gens qui comprennent pas, etc. Mais si j'analyse vraiment tout, déjà je trouve que dans ma démarche, j'ai eu énormément de chance. Okay. Et que j'ai pas de gens qui ont été... je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas, mais qui sont pas critiques, voilà, qui m'en reparlent pas toutes les 2 secondes en me disant que j'ai fait la pire erreur de ma vie. J'ai des gens qui m'ont soutenue. Enfin, j'avais pas besoin de soutien, mais des gens qui m'ont dit « Ok, je comprends, c'est bien. » Donc oui, non, je pense que par rapport à pas mal d'autres personnes un peu qui vivent ça, je pense que j'ai pas à me plaindre. Mais... ce choix-là, c'était pour des raisons... c'est-à-dire vraiment de ne pas envie... Alors, parce qu'il y a des gens qui, c'est pour des raisons... la société va mal, l'écologie, etc. Il y en a, c'est pour des raisons de santé, parce qu'ils ont des problématiques qui font qu'il y aurait peut-être un risque, et qui, pour autant, ne font pas de ligature des trompes. Ils décident de se protéger toute leur vie. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti comme appel qui a fait que tu t'es dit, en fait, il faut que je fasse ça, et c'est pas autre chose, en fait. C'est une évidence. J'ai beau avoir toujours su que je ne voulais pas d'enfant, je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais fait à 20 ans ou à 25, à 30. Pendant longtemps, je disais je veux pas d'enfant, mais ça m'est jamais venu en tête. L'idée de faire une ligature ne m'est jamais venue en tête. Je me posais pas la question. Il y avait beaucoup de gens, depuis que je suis jeune et que je dis ça, on me dit oui, mais tu vas changer d'avis, mais c'est que t'as pas rencontré la bonne personne, plein de contre-arguments, pas forcément valables, mais bref. Ça va venir, tu vas avoir le réveil, l'envie. Et puis un jour ça viendra et tu voudras que ce soit tout de suite maintenant. J'ai eu le droit aussi à, oui, mais bon, si tous les gens, en gros... qui ont un vrai cerveau arrête de procréer, en gros il va rester que des cons, quoi. C'était un peu ça. Et j'étais mais moi c'est pas mon rôle, c'est genre je prends le compliment de ok, t'es pas conne, tu devrais faire des enfants pour que la reproduction soit bien, mais c'est pas mon rôle de peupler la planète de gens je suis pas une mère porteuse, les gars. Voilà. Et donc pourquoi c'est venu, alors c'est venu déjà, ma réflexion sur le fait d'enfanter, elle n'a fait que
s'accentuer. Et enfin, vraiment, j'ai été de plus en plus sûre de moi là-dessus. C'est venu aussi un peu pour des raisons de santé, c'est un bien grand mot, mais pour des raisons un peu médicales. C'est-à-dire que il y a quelques années, j'ai fait une phlébite. Ok. Parce que je prenais un moyen de contraception. Que je me suis plantée un jour avec le mec avec qui j'étais à ce moment-là et que j'ai dû prendre la pilule du lendemain. Okay. Et que j'ai eu du coup une surdose hormonale et que quelques jours après j'ai fait une phlébite. À cause d'une pilule du lendemain. Ouais. Retenez les filles, prenez une note s'il vous plaît. Mettez une capote ou abstenez-vous. Bah surtout, alors ouais, si on va plus loin, le mec en question, il était marié. Bon, ça. Il se trouve que c'était au moment où ça se finissait et donc en fait, j'étais toute seule à l'hôpital, hospitalisée à cause d'une phlébite, pendant que lui, il était retourné avec sa femme, voilà. Parce que voilà, il m'avait demandé si on pouvait retirer mon anneau contraceptif et je lui ai dit oui, mets-le à un endroit où je vais penser à le remettre. C'est quoi? Attends, ça se met, c'est dans le bras? Non, c'est un anneau qui se met dans le vagin, mais c'est un peu le même fonctionnement que l'implant du bras. Ok. Voilà, et en fait, il se trouve que tu peux l'enlever et qu'il y a certains mecs que ça dérange parce que ils le sentent. Heureusement qu'on peut pas enlever le stérilet comme ça parce qu'on aurait réussi à ouais. Je l'ai autorisé à l'enlever, mais il a évidemment mis à un endroit où j'ai plus du tout pensé à le remettre parce que j'ai une mémoire catastrophique et je m'en suis rendu compte plus de 12 heures après. Donc voilà, j'ai dû prendre la pilule le lendemain pour être sûre. J'ai pas eu de séquelles, j'ai été prise avant que ça devienne vraiment, vraiment grave. Mais le résultat, c'est que maintenant, j'ai fait des tests un peu génétiques et tout, j'ai une circulation sanguine qui est pas idéale. Enfin, c'est pas vital, mais c'est pas idéal. Donc par contre, quand je prends l'avion, je dois mettre des bas de contention et je dois me faire une injection pour fluidifier mon sang. Okay. Voilà. Bon, c'est pas... j'ai pas l'impression que ce soit une énorme contrainte. Je me fais une petite piqûre toute seule. Voilà. C'est pas très compliqué, mais voilà. Et l'autre résultat, c'était qu'en termes de contraception, j'avais le droit à une pilule ou un stérilet. Et j'ai jamais voulu mettre de stérilet de toute ma vie. La pilule... alors non, non, parce que pour le coup, je suis pas douillette. Enfin, je suis vraiment... je suis très tolérante à la douleur. Mais je trouve que ma mère est sage-femme, donc on parle beaucoup et que, j'ai quand même une image pas hyper positive du stérilet. En cuivre ou hormonal? Moi, il aurait fallu que je mette en cuivre. Ouais. Voilà. J'ai un stérilet en cuivre, donc j'espère que... Ouais, mais après, encore une fois, c'est super... Ça dépend des personnes, il n'y a pas de règle. Ça marche très bien. Ouais. Moi, ma mère m'avait dit, tu fais ce que tu veux, mais il se trouve que toutes les femmes de notre famille n'ont jamais supporté le stérilet. Okay. Que j'ai quand même des hormones pas au top, donc j'étais même pas sûre que ça se passe bien. Toute cette situation autour du médical t'a fait dire que t'avais pas envie qu'un enfant peut-être récupère des trucs, hérite de... Ah ouais, déjà oui, dans ma réflexion, il y a le côté, j'ai des antécédents familiaux quand même assez conséquents et j'ai pas envie de transmettre ça. Ouais. Après, il y a plein d'autres raisons qui font que je veux pas être mère. Donc, j'ai pris la pilule à un moment. Et puis, quand j'ai commencé, je savais qu'il était possible qu'au bout de quelques mois, c'était une pilule en continu et que j'ai des pertes sanguines de temps en temps qui sont pas graves, etc. Qu'il suffit d'arrêter quelques semaines la pilule et de recommencer et que ça repart nickel. Sauf que moi, ça se passait pas comme ça et ça a fini par vraiment devenir compliqué. C'était au moment où j'ai été harcelée et je pense que le fait d'être vraiment sous pression a fait que je saignais, mais comme jamais j'ai saigné dans ma vie, parce que je suis un peu le genre de meuf que tout le monde déteste, avec zéro douleur de règles, des règles qui durent 2 jours. J'ai vraiment des règles, on va dire, idéales. Et là, j'ai saigné je saignais comme jamais dans ma vie. Je saignais tout le temps. C'était chiant, quoi. Et puis même, tu perds ton énergie. T'es au bout du rouleau. Ouais. Et c'est à cause de cette pilule. Ouais. Et j'avais pas d'alternative d'autres pilules, quoi. Évidemment, ma mère me disait, mais les capotes, c'est bien aussi. Et, évidemment, j'en utilise, mais je trouve que j'ai quand même une vie sexuelle assez et ouverte et active. Et moi, j'avais pas envie d'être terrorisée à chaque fois que je faisais l'amour, quoi, de tomber enceinte. Et c'était ce qui était en train de se passer. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais en fait, c'est pas non plus si terrible, c'est pas compliqué. Et je dis, mais non, mais en fait,
C'est juste que moi, ces moments-là, j'ai envie de les vivre pleinement et j'ai pas envie de penser à ce moment-là que peut-être je peux tomber enceinte parce que... Voilà. Après, en dehors du cas, en dehors du sujet MST et compagnie, mais une fois que les gens font des tests, effectivement, c'est relou. Voilà. Et donc, très vite, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me prends la tête ? Je ne veux pas d'enfant. Ouais, il y a une solution simple. En plus, en l'occurrence, même si au départ, la pilule, je la tolérais bien... c'est plus le cas. Ouais, c'est plus le cas, puis ça reste des hormones, voilà. Ouais, moi, je suis pas critique sur les gens qui prennent des contraceptions, c'est vrai que c'est des hormones et tout, mais en l'occurrence, moi, j'avais une solution simple pour m'en passer. Je prenais quand même la pilule depuis que j'avais 14 ans. Enfin, un moyen de contraception depuis que j'avais 14 ans. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu con. Autant, si j'avais voulu des enfants, j'aurais géré autrement. Autant là, je me suis dit, mais... Ils t'ont proposé de congeler tes ovocytes ? Alors, les médecins que j'ai vus, non. Okay. Ma mère m'a vraiment un peu insisté là-dessus, en mode, si tu changes d'avis et tout... En fait, ça faisait déjà longtemps que ma mère me le disait, même avant que je lui parle de la ligature. Parce que ma mère, pour le coup, elle a compris assez vite le fait que je ne voulais pas d'enfant. Mais elle a eu peur, et je peux comprendre que je change d'avis. Oui, elle avait peur en fait plus de l'effet mental que ça aurait sur toi si jamais tu changeais d'avis et que tu étais coincée. Ouais, et il se trouve que j'ai quand même plus des ovaires polykystiques et tout. Enfin, je pense que j'aurais... tu vois, elle me disait, mais si tu veux tomber enceinte un jour, si tu t'y prends à 42 ans... Peut-être que ce sera compliqué, peut-être que ce sera pas compliqué, mais peut-être que ça pourrait l'être. Et du coup, il faudrait que tu congèles tes ovocytes. Voilà. Très vite, je lui ai dit que clairement, à l'époque, il fallait payer pour ça, il fallait aller en Espagne et tout, et que c'était pas du tout dans mes projets. Elle m'a même proposé de payer pour ça, et moi, je lui ai dit, mais en fait, non, j'ai pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça. Quand j'ai pris ma décision, là où je dis que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai une mère sage-femme qui a quand même beaucoup de contacts. Ah. Et j'ai une amie aussi qui est sage-femme en région parisienne. Et quand du coup j'en ai parlé je lui en ai parlé à elle en disant c'est bon, c'est maintenant. Voilà, j'ai pris ma décision. Après il fallait quand même valider le fait que ce soit possible. Je sais pas en termes de, qu'il y avait pas de contre-indication. Et ma chance c'est qu'elle m'a dit tu vas aller voir telle personne à l'hôpital franco-britannique à Levallois qui professionnellement est quelqu'un de génial, de très ouverte sur le sujet, etc. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai dû attendre un peu, mais c'était pas non plus 18 mois d'attente, peut-être 1 ou 2 mois, je me souviens plus, mais voilà, pas un truc horrible. Et qu'effectivement, j'ai rencontré une gynécologue qui tout de suite, moi je m'étais un peu dit, j'avais fait te poser 50 questions, une liste mentale de tous les arguments qu'il fallait que je lui donne. Et en fait, elle ne m'a jamais demandé pourquoi. Ah putain, les seules choses qu'elle m'a dites, c'est en gros, et en plus elle me l'a dit comme ça et je trouvais ça génial. Elle m'a dit je suis obligée de vous dire que vous avez 35 ans à l'époque, il faut pas que vous regrettiez parce que une fois que ce sera fait, ce sera fait. Et voilà, il y a quand même des femmes qui vers 40 ans changent d'avis, etc. Je suis obligée de vous le dire parce que ça me semble important de vous le dire. On a discuté de plein de choses, mais elle a jamais été ni dans le jugement, elle m'a jamais demandé pourquoi, comment. Je lui ai dit à un moment, à la fin de la première consultation, ma mère me conseille de quand même sauver des ovocytes. Et je me souviens qu'elle m'a dit, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça n'a pas trop de lien, en fait. Vous pouvez pas vouloir sauver vos ovocytes et ligaturer vos trompes. Déjà, même, ça se trouve, on vous laisserait même pas faire. Alors après, je m'étais dit, oui, je vais peut-être pas aller leur raconter qu'effectivement, 2 mois après, je me fais ligaturer, mais voilà. Puis du coup, ça m'a aussi un peu... ça t'a réaffirmé dans ton choix. Réaffirmé dans le choix que, ça servait à rien que... Pour le coup, ça aurait pas servi à rien parce que mes ovocytes, je les aurais pas jetés, je les aurais donnés à quelqu'un qui en a besoin, mais voilà. Je savais, quand je suis partie du premier rendez-vous, que j'étais sûre
que ce médecin, ça matchait avec moi, que j'étais pas jugée, que j'étais dans un bon endroit pour me faire opérer. Enfin voilà, j'avais 0 doute. Bon, il se trouve quand même qu'il y a 4 mois de délai de réflexion obligatoire. Ça, c'est vrai. C'est normal et en même temps... c'est normal. Bah après, en fait, c'est vrai que ça t'ennuie un peu quand tu t'es sûr de toi, mais c'est normal. Et voilà. Et en fait, 4 mois, ça passe vite. Surtout que, enfin voilà, elle m'avait dit, bah vous réfléchissez et si vous êtes sûr, bah vous revenez me voir. Et en fait, je pense que 24 heures après, j'ai repris rendez-vous pour dans 4 mois et que... C'était fait, quoi. Voilà. Mais tu vois, de plus on avance dans la société, plus il y a des choix comme ça qui sont faits de faire des enfants ou pas. Sur ça, ou en fait d'autres choix. Les gens, il y a quand même de plus en plus de choix engagés qui sont faits. Je pense que du point de vue de faire des enfants ou pas faire des enfants, c'est quand même préférable que ceux qui ne veulent pas d'enfants aient les moyens de ne pas en faire, plutôt que de se retrouver avec des gens qui soit finissent parents parce qu'il y a eu un accident et qu'ils n'ont pas avorté ou autre, peu importe la raison, ou bien deviennent parents parce qu'il faut, et qu'après tu vois des familles où les enfants ne sont pas épanouis parce que c'était pas partie d'une volonté enfin c'est pas que c'est pas une volonté sincère, mais c'est que il y avait pas le désir et l'appel d'être parent. En fait, derrière, qu'est-ce que t'offres comme vie à un enfant qui n'a pas été désiré vraiment profondément, tu vois. Je me dis ça, en fait, bien sûr que heureusement qu'il y a aujourd'hui des choix qui sont plus acceptés, qui sont tolérés, parce que je suis sûre qu'il y a pas mal d'enfants qui ont grandi avec des parents qui malheureusement n'avaient peut-être pas fondamentalement envie d'avoir d'enfants, et que ça s'est fait parce que ça s'est fait, qu'il n'y avait peut-être pas le choix à l'époque, ou parce qu'il n'y avait pas les solutions, ou parce que la case, et qui du coup ont peut-être manqué de certaines choses en tant qu'enfant, en fait. Et moi je voulais surtout pas ça, enfin je voulais pas me dire que j'étais devenue maman parce par que défaut, j'avais pas eu le choix. Et puis alors le côté socialement c'est bien, rien à battre. Pour moi c'était pas du tout imaginable. Rien à battre. Enfin vraiment je suis voilà, j'ai quelques personnes autour de moi pour qui avoir des enfants ça a été compliqué, et à chaque fois que ces personnes m'ont dit je suis enceinte, enfin, j'étais vraiment heureuse, la première heureuse pour eux. Alors vraiment leur sauter dans les bras. Enfin, voilà. Oui, je suis super contente que les gens qui désirent vraiment avoir des enfants en aient. Parce que je pense que, par contre, j'imagine assez bien ce que ça peut être de vouloir un enfant et de ne pas y arriver. Tu sais que Macron va pas être content là, avec son histoire de réarmement démographique. Ouais, je sais. Oh putain, j'ai vu une vidéo sur ça qui m'a fait tellement rire. En fait, il y a un compte Insta que je suis, que je recommande d'ailleurs, c'est Mon Gynéco, qui fait des vidéos hyper qualitatives et hyper drôles sur justement tous ces sujets-là. Et il a fait une vidéo un peu pour démonter l'histoire du réarmement démographique de Macron, parce qu'il expliquait que Macron a annoncé qu'on allait faire un test de fertilité à toutes les femmes de 25 ans, à tous les jeunes personnes de 25 ans. Et le gynéco disait, mais il est complètement con, entre guillemets. Excusez-moi, ce podcast est un peu politique là, mais qu'en fait, tu ne peux pas tester la fertilité de quelqu'un, parce que même chez les gens chez qui, d'apparence, tout va bien, qui n'arrivent pas à faire des enfants, t'as beau faire tous les tests du monde, tu sais pas pourquoi ils n'arrivent pas. Et que du coup, ils disaient, vas-y, montre-nous, Macron, comment tu nous fais un test de fertilité, qu'est-ce que tu arrives à en tirer comme conclusion ? Parce que même chez les gens... Alors, chez des gens qui ont des vrais problèmes, ils finissent par y arriver, et chez des gens ils ont tout pour y arriver, ils n'y arrivent pas, et puis un jour, ça se fait, et puis on ne sait pas comment. Tout ça part aussi d'un débat de quelqu'un qui n'a jamais eu l'enfant lui-même et qui se permet de dire qu'il faudrait que c'est pas avec sa femme qui risque d'en avoir, à mon avis. Mais bon, tu vois, au départ, ils auraient pu en avoir. C'est clair, j'avoue. Ils n'ont jamais voulu en avoir. J'avoue, ça, j'avais pas pensé à ça, mais c'est assez drôle. Et tu vois, juste d'un point de vue faire des enfants, pas des enfants, je pense que ça dépend aussi vachement de ton évolution et tout. Il y a encore 1 an ou 2, je regardais les enfants, c'est mignon de loin, tu vois. C'est mignon de loin, bien sûr, c'est adorable, un bébé, machin, mais vite fait, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge qui arrive, j'en sais rien. Mais disons que si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, j'aurai pas d'enfant. C'est comme ça. Si la vie, ça se présente à moi, ok. J'ai pas d'appel en mode je veux être mère, tu vois, pas du tout. Mais disons que c'est plus fermé dans ma tête comme ça il a été une époque, tu vois. Enfin, genre, j'arrive à l'envisager, et je pense que c'est aussi étroitement lié avec le fait que je me sens mieux avec moi-même déjà. Et que je pense que jusqu'à présent, je me disais, j'ai tellement de trucs à régler avec moi-même, genre qu'est-ce que je... Enfin, on n'en est pas là, les gars, tu vois. Et là, de plus en plus que j'avance, si ça se fait, c'est que ça se fera. Et puis si ça se fait pas, ça doit pas se faire. Mais je suis plus aussi... tu vois, genre... Mais par contre, quand je croise un bébé dans la rue, je suis pas là, oh mon Dieu, enfin je pense que tant que c'est ceux des autres, t'es pas autant. Et c'est marrant parce qu'il y avait des jeunes filles avec qui j'étais à l'école qui depuis
qu'on se connaissait, elles voulaient des enfants, tu vois. Bah et oui, alors, moi, sorties j'ai du des lycée, amis, ça y est, elles étaient... Puis il y en a déjà 3 à la fin. C'est j'ai ouf. eu des amis qui... Donc ça les appelle, quoi. Ouais. C'est trop drôle comme on est tellement différents. Ouais. Et moi, j'ai eu beaucoup, en plus... je suis fille de sage-femme. Alors, t'imagines... Alors déjà, quand j'étais jeune, c'était... Tu vas faire le même métier que ta mère ? Non, en fait, pas du tout. Mais pour plein de raisons. Enfin, déjà, je voyais comment elle galérait parce que le personnel hospitalier, et pourtant, on est dans un pays où non, mais c'est la merde. On a plein de choses. Oui, non, mais c'est quand même grave la merde. J'ai vu ma mère rentrer en pleurant plein de fois parce qu'elle avait perdu, quand elle était infirmière, des patients et tout. Et puis après, des mamans ou des bébés quand elle est devenue sage-femme. Puis en plus, alors pour le coup, je suis assez persuadée que quand tu bosses dans la médecine, tu dois être aussi très empathique et tout. Et je crois pas que j'ai toutes les qualités de ce qui me semble être un bon personnel médical. On m'a beaucoup dit, donc du coup, au début, c'était le métier. Puis après, on me disait, mais c'est ta mère qui va t'accoucher et tout. Alors, encore moins, parce que, de toute façon, je pense que c'est pas très éthique. Puis, à la fin, quand je disais, non, mais vraiment, je veux pas d'enfant, et la ligature, c'était pour faire chier ta mère, forcément. Ouais. Comme quoi. Mais en tout cas, un choix, une bonne posture. Et il y a peu de gens, je pense que c'est encore. Il y a plein de gens qui ont du mal à prendre position. Après, moi, tu vois, il m'a fallu 35 ans quand même pour le faire. Avant, je pense que je m'étais pas posé la question, mais par contre, quand vraiment la décision est venue à moi, j'y suis allée, mais relax, quoi. Et pourtant, tu vois, donc tu vois le chirurgien au moins une deuxième fois pour lui dire, j'ai pris ma décision. Alors, elle a pas du tout, de nouveau, pas été dans le jugement et tout. Et par contre, elle a abordé un fait qu'elle n'avait pas du tout abordé la première fois, c'est qu'elle m'a dit, par contre, je suis obligée de vous dire 2 choses. Déjà, il se trouve que j'avais été opérée 1 an avant par le nombril aussi à cause de ma péritonite. Et que du coup, elle m'a dit, potentiellement, il y a peut-être des adhérences. En ouvrant, je ne sais pas ce que je vais trouver. Donc, si ça se trouve, je vais devoir ouvrir plus et vous aurez une cicatrice sur le ventre. Alors que normalement, elle doit être juste sur le nombril et puis après 2 petits points en bas du ventre. Donc ça, c'était, elle me dit, il faut quand même le savoir, gardez-le en tête. Et deuxièmement, je suis en surpoids, forcément, j'ai plus de risques de me faire anesthésier qu'une personne qui n'est pas en surpoids. Et elle m'a dit, en l'occurrence, après, j'avais fait des tests, les tests qu'on fait tous quand on a une anesthésie, mais elle me dit, il faut le savoir, je suis obligée de vous le dire, c'est plus risqué et c'est pas une opération vitale pour vous. C'est pas comme, si t'as un problème au cœur ou je ne sais quoi. Mais néanmoins, si vous voulez toujours le faire, je vous opère et tout. J'avoue que pendant 2-3 jours, je me suis dit, quand même, c'est vrai que peut-être je cherche un peu la merde, là. Et puis, en fait, non, très vite, je me suis dit, non, mais, j'ai confiance. Et vraiment, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais souriante et tout, j'avais absolument pas peur de ce qui allait se passer, sûre de mon choix, ultra zen. Et j'étais la seule femme qui était sans sa mère à l'hôpital. Ah ouais. Il y avait plusieurs femmes avec moi ce jour-là. Elles étaient toutes avec leur mère. C'est marrant. Ouais. Il se trouve que la mienne habite à 8000 km et que de toute façon, voilà. Mais c'est aussi que c'est un choix que j'ai fait seule et que j'ai assumé seule. Mais en tout cas, je pense que c'est marrant parce que tu vois, à chaque fois que je fais un épisode, alors en général, on a des idées de ce qu'on va parler, mais on n'a rien calculé de comment ça allait se faire. Mais à chaque fois, à la fin, il y a toujours un message qui ressort de l'épisode. Tu vois, je me dis, finalement, tu sais, la boucle est bouclée. Et je me dis que, on s'est bien accroché aussi parce qu'on a pris des positions dans nos vies où on a une position différente, où on a une posture différente, où on a une vision différente et qu'on essaye d'aller au bout du truc. C'est pas toujours facile. Non. On fait comme on peut. On se prend des coquilles des fois. Mais je pense que c'est bien. En tout cas, si ça peut parler à quelqu'un, des gens qui ont du mal à prendre position dans leur choix. C'est-à-dire que de toute façon, vous décevrez toujours des gens. Et puis des fois aussi, finalement, on se fait toute une montagne et on apprend à... Je suis en train de lire un livre là, que m'avait été conseillé. C'est The Art of Not Giving a Fuck. De se dire, en fait, je le fais pour moi. Et, Là où je disais que j'ai eu de la chance aussi, ma mère est sage-femme, encore une fois. Ça aurait pu être un lourd sujet de débat et tout. Et en fin de compte, maintenant, elle est plutôt à me dire j'adore les enfants, j'adore mettre au monde les enfants, mais en vrai je comprends tellement que t'en veuilles pas pour plein de raisons. Et a priori on est 3 filles et je crois qu'il y en a aucune qui est vraiment motivée par le fait d'avoir des enfants. Ma mère s'est vraiment fait une raison, je crois.
Et voilà, mais en fait, tu vois, elle me dit, je comprends totalement et je sais pas si je ferais des enfants à notre époque si j'étais en âge d'en avoir. Voilà. J'ai pas eu de lourdes critiques. Alors, je sais que, oui, ma mère m'a dit, n'en parle surtout pas aux parents de ton beau-père, que je considère être à peu près comme mes grands-parents. Bon, puis je lui dis, mais en fait, je m'en fous, enfin, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je sais pas s'ils sont au courant ou pas maintenant au final, parce que c'est vrai que pour d'autres raisons, je les vois plus. Mais ouais, j'ai pas eu. Il y a pas mal de gens de mon entourage qui sont au courant. J'en fais pas un secret. Après, il y a plein de gens pour qui j'en parle pas volontairement, parce que je sais que ils n'ont pas eu d'enfants et que c'était peut-être pas forcément un choix total, voilà. Donc je remue pas un couteau dans la plaie alors qu'elle essaye quand même de cicatriser. Mais j'en fais pas non plus un secret. Et en fin de compte, oui, j'ai des gens qui me disent ouais, bah c'est bizarre, ouais, tu loupes quelque chose, oui, bah tu vas finir seule, vieille, tout ça. Tous les hommes ne veulent pas d'enfants non plus, hein. Non. Et puis surtout, moi, je fais pas des enfants pour qu'ils s'occupent de moi quand je serai vieille, quoi. Mais en général, de toute façon, je vais plus loin encore. Je me dis, bon, de toute façon, quitte à recevoir une réflexion conne, bah, je vais aller encore plus loin en leur dire, ouais, mais tu sais, moi, je ferai une euthanasie volontaire, je mets déjà de l'argent de côté pour ça, j'ai déjà signé des papiers pour dire que je veux pas être réanimée. C'est vrai ? Et que, ouais. Que quand j'aurai un certain âge, si je suis encore vivante, j'irai me faire euthanasier. Mais si t'es en bon état. Non, mais si à 90 ans, t'es en bonne santé. Alors déjà, il y a à peu près peu de risques qu'à 90 ans, je sois en bonne santé. Peu de chance plutôt. Peu de chance plutôt que je sois en bonne santé à 90 ans. Mais c'est aussi, tu vois, je me dis, avant l'âge critique où ça pourrait dégénérer, je ferai en sorte que ça n'arrive pas. C'est marrant, mais c'est pas marrant, mais je comprends. Devenir un légume, je pense que c'est la pire chose qui puisse... Ouais, mais moi, j'ai ma grand-mère qui est comme ça. Enfin, ma grand-mère, elle a toujours été ultra indépendante, féministe. J'avais une grand-mère qui était pas vraiment une grand-mère mamie gâteau, qui m'a toujours dit depuis mon plus jeune âge, ne te marie pas, ne fais pas d'enfants, gère-toi toi-même, voilà. L'autonomie, tout ça, et qui, à 75 ans, même pas, a fait un AVC et qui maintenant n'est pas morte, mais qui n'a plus sa tête, voilà. Enfin, elle faisait du sport tous les jours, elle allait à la fac pour les vieux tous les jours, et puis maintenant, elle est en EHPAD. Quand elle me voit ou quand elle voit ma mère, comme elle sait que c'est les deux personnes qui peuvent entendre ça, elle me dit « Pitié, tue-moi ». Voilà. Parce que je pense qu'elle a conscience un tout petit peu, mais par exemple, elle pourrait pas se donner la mort ou faire des démarches, parce qu'en fait, comme elle a plus toute sa tête, de toute façon, légalement, elle pourrait plus. Et du coup, elle le dit aux gens qui sont capables d'entendre ce genre de choses, donc ma mère et moi. Voilà. Et tu vois, à chaque fois que je ressors de cette EHPAD, je me dis, mais jamais de la vie, quoi. Comment concrètement, tu peux mettre déjà, tu peux faire ce genre de décision Aujourd'hui, on peut pas en France. Non, en France, on peut pas, mais on peut en Belgique et on peut en Suisse. Ça coûte de la thune, c'est pour ça que, tu vois, moi, tout de suite, j'avais dit, je mets de la thune de côté pour ça. C'est hyper courageux de le dire. Donc, ouais, et c'est pour ça, tu vois, là, quand les gens me font chier, quand je leur dis ça, là, ils sont... Ah bah oui, mais forcément. Du coup, ils sont en PLS, ils savent plus quoi dire, donc comme ça, je me dis, voilà. Genre, quitte à mettre une couche, vas-y, prends tout dans ta tronche, maintenant tu sais à prendre ou à laisser, gars. C'est ça. Ouais. Alors, c'est marrant, mais jusqu'à présent, je me vois vieillir vieille, mais c'est sûr que j'ai pas du tout envie d'être un légume. Enfin, j'ai envie de... Mais on avait fait une table ronde sur ça, sur la vie et la mort. Et c'est vrai que, idéalement, on avait parlé surtout de vivre le mieux possible, mais c'est aussi de mourir le mieux possible, en fait. Il y a aussi ça. C'est que... bien sûr que si tu as eu une vie bien remplie où tu as été heureux, tu meurs déjà dans de meilleures conditions que si tu as eu une vie de merde. Mais il y a quand même des morts qui sont préférables que d'autres. Les morts après des années en tant que légume, mais quelle horreur en fait. T'as un poids pour les gens qui sont restés, t'as un poids pour la société en fait, pour la santé. Très courageux. Très très courageux et je me suis pas assez documentée sur ce sujet, mais je suis assez alignée avec... je respecte... de toute façon, j'ai pas le choix, mais je respecte... De toute façon, je me demande pas si je respecte ou pas, mais en tout cas,
je souligne ta prise de position supplémentaire, toutes tes prises de position, parce que t'en prends beaucoup. Plus je vieillis, plus j'en prends, et plus j'ai l'impression d'être très radicale et de me dire, en fait, je m'en bats les steaks. Je m'en bats tout ce que je peux battre de ce qu'on pense. Si les gens sont pas hyper d'accord avec moi. Encore une fois, il y a plein de gens qui se mettent des limites d'ailleurs par rapport à genre qu'est-ce que dans mon travail on va penser, mais en fait, justement, ça fait du tri entre guillemets avec ce tu vois. Donc ouais, bah oui, il y a des choses que tu vis qui sont sur le coup, ça te fait un mal de chien. Tu te dis putain, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai été maraboutée, j'ai tué des gens dans une autre vie pour mériter ça. Ouais, et en fait, bon, en général, oui, il y a des choses qu'on vit qui sont dures, mais on rebondit d'autant plus. Ouais. Et après, c'est mieux. Je trouve que ce mot de la fin est très, très intéressant. Donc, je pense que je vais le garder comme ça. Je te remercie infiniment d'être venu, d'avoir témoigné. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, puisque je dors la nuit encore. J'essaye. Mais en tout cas, ouais, très bon échange. Et de toute façon, vous pourrez lire les articles de Lorelai sur plusieurs magazines, si possible en ligne, un peu partout, et peut-être ailleurs. Et puis, en tout cas, elle restera peut-être, si jamais certaines personnes ont des questions, vous pourrez passer par moi. Absolument. Sur des sujets. Je suis pas contre le fait de répondre à des questions. Notamment sur la ligature, parce que je sais que voilà, c'est un sujet qui questionne beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Et à tous ceux qui nous écoutaient, je vous souhaite une bonne journée.